Excellent lundi aux fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous une fois de plus pour l'aventure de cette semaine. En tout cas, nous avons une pensée spéciale à l'équipe de Savane Media qui se trouve donc à Boaké. Tout à l'heure, vous aurez également les informations avec cette équipe dans la revue de presse présentée aujourd'hui par Eladj Amadé Soro. Donc, nous aurons l'actualité du Burkina, mais l'actualité également de la Côte d'Ivoire. Ça sera tout à l'heure. Bien avant cela, vous aurez la rubrique à la découverte 2. Nous partons à la découverte du quartier Boulmurou. Boulmurou qui signifie littéralement puits rouge. On va découvrir l'histoire de ce quartier ensemble. Et puis bien sûr, dans la rubrique invité du jour, nous parlons aujourd'hui de bien s'alimenter, donc le carburant du corps humain. Qu'est-ce qu'on appelle carburant du corps humain? Avec notre naturopathe, M. Maïga, on parlera de tout ça. Ça sera tout à l'heure. Alors, madame, messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. C'est une nouvelle équipe qui s'installe cette semaine, mais c'est toujours le même défi, vous apporter de l'information et de la découverte. Alors, installez-vous confortablement. Direction le quartier Boulmurou de Ouagadougou pour l'histoire de ce quartier, donc à la découverte. Une nouvelle semaine d'aventure, un nouveau site à découvrir dans la rubrique à la découverte 2. Cette fois-ci, nous restons à Ouagadougou pour vous faire découvrir donc l'histoire du quartier Boulmurou, qui est un quartier donc de Ouagadougou, précisément sur la route de Bobo-Dioulasso, donc à la sortie tout simplement donc de Ouagam. Alors Boulmurou signifie littéralement donc puits rouge, traduit en moré, donc ça signifie puits rouge. L'histoire de Boulmurou date depuis bien longtemps. C'est pourquoi nous sommes rendus auprès donc des habitants pour en savoir davantage aussi sur la construction du pont. Du barrage de Boulmurou également. Nous avons recueilli notamment de moins 3 témoignages qui ressortent l'histoire de Boulmurou. Il s'agit du témoignage de M. Paul Kaboré, de M. Georges Kaboré et d'Albert Tapsoba. Selon M. Paul Kaboré, un vieux de la soixantaine résidant à environ 1 km de Boulmurou, appelé Yaougué, il dit ne pas vraiment connaître l'histoire de Boulmurou, mais sait que Boulmurou leur appartient. Il ajoute d'ailleurs que c'est avec leur autorisation que des rituels s'effectuaient dans le barrage. Monsieur Kaboré, lui, affirme, je vais parler maintenant de Monsieur Georges Kaboré, affirme qu'au moment de la construction du pont, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer, mais n'ont pas réussi car il fallait avoir l'approbation. Et c'est à l'issue de cette intervention qu'ils ont réussi à déterrer l'arbre afin de continuer les travaux. Monsieur Georges Kaboré dit également ne pas être au courant de la vraie histoire de Boulmurou, mais c'est qu'il appartient à la localité appelée Yaougué, mais déplore le fait qu'aujourd'hui, une partie du barrage exploité où notamment aussi les rituels s'effectuaient est devenu un dépotoir d'ordures. Donc les habitants de Boulmurou déplorent cet état de fait et même si à côté il faut noter que le jardinage se pratique au niveau de Boulmurou, donc vous pouvez avoir donc les fruits de la maraîchiculture au niveau du barrage de Boulmurou. Et voilà les images que vous regardez, c'est le pont de Boulmurou, la route de Boulmurou, le quartier tout simplement. Donc on note de l'histoire de ce quartier là que littéralement traduit, ça donne puits rouge, donc Boulmurou. Voilà. Merci de votre attention. On espère que vous avez beaucoup appris. À partir de demain, on va vous proposer donc des témoignages concernant le quartier Boulmurou. Maintenant, nous allons nous informer. Eladj Amadé Soro est bien installé sur ce plateau. C'est parti pour la revue de presse. Nous recevons aujourd'hui Eladj Amadé Adama Soro, donc pour les informations. Bonjour Eladj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Alors donc nous commençons notre randonnée avec la presse nationale par le quotidien La Cohésion, à la une de La Cohésion. Rumeur des tentatives de déstabilisation de la transition, le gouvernement confirme et révèle. Dédicace du livre Un chrétien catholique s'interroge de Laurent Bado. Burkina-Algérie, les deux équipes se quittent dos à dos. Nouvel an 2024, message du DG du CVC.
accident de circulation à part, 9 décès, 8 blessés graves et 9 légers. Wumbouré, parking à Ouaga, tarifs excessifs dans certains centres hospitaliers, tentative de déstabilisation de la transition des jeunes remontés à Samba, grand marché de Ouagadougou, occupation anarchique des voies, gare de l'Est, rien n'a changé, pénurie de gaz butane, le silence coupable. Élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko et Karim Ouad quittent la course. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le doyen des quotidiens, l'Observateur Parga, à la une donc de l'Obs, Cannes 2023, se faire rattraper des fois au score, cela signifie que sur le plan mental, il y a un travail à refaire, affirmait l'avis de notre consultant. Les étalons reportent la qualif pour le huitième. Adama Guira donc forfait pour le reste du tournoi. Et c'est la une de l'Observateur Palga. Absolument. Donc le doyen des quotidiens du Burkina Faso, Forces armées nationales, restons sur le droit chemin, restons militaires, restons professionnels. Le ministre de la Défense aux troupes, nomination d'officiers à des postes de responsabilité, lutte contre le terrorisme, un Burkinabé offre 5 pick-up. Circulation routière, 9 morts dans un accident à part. Après l'arrestation de son mari, l'épouse d'Evrard Somda parle. Nécrologie à Rigissou s'en est allé. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, donc confidence du week-end, RN1, 9 morts enregistrés dans un accrochage entre deux cars, arrestation du lieutenant-colonel Evrard Sonda, la réaction de son épouse. Burkina Faso versus Algérie à la CAN 2023. Les étalons peuvent nourrir des regrets. Des acteurs réagissent. Décès de Mamadou Zabgué Ouedraogo, un pionnier de la presse écrite privée, s'en est allé. Actu foot, Didier Drogba, la Côte d'Ivoire est face à ses responsabilités. Marche meeting de soutien à la transition, forte mobilisation à Dédougou. Et nous continuons avec la presse nationale. Cette fois-ci, nous sommes avec le quotidien Aujourd'hui au Faso, à la une donc d'Aujourd'hui au Faso. Prestation de serment de Félix Tshisekedi pour un second bail en RCD. À RDC, donc Fatchi, puissance 2, pourra-t-il apporter des lendemains qui chantent, s'interroge les quotidiens. Enlèvement du lieutenant-colonel Evrard Sonda, son épouse très inquiète pour sa santé. Le ministre de la Défense, le général Kassoum Koulibaly aux troupes, lors du brainstorming du 18 janvier 2024. Restons sur les trois chemins, restons militaires, restons professionnels. Karim Ouad et Ousmane Sonko recalés par le Conseil constitutionnel au Sénégal. Marche-pied pour Amadouba, mais gare aux choses trappes de proscrits. Cinquantenaire du lycée mixte de Gonguin, travaux de clôture aérobique et conférences comme mise en bouche. Burkina Faso, plus de 400 tonnes de fer à béton de qualité douteuse happées par l'AB Norme. Drame sur la nationale numéro 1, 9 décès et 10 blessés enregistrés. Et nous terminons avec Sidoya, le quotidien d'État, à la une de Sidoya. Algérie, Burkina Faso 2-2, les étalons très proches des huitièmes de finale. Accident de la route nationale numéro 1, 10 morts et 25 blessés à part. Nouvelle du front, plusieurs chefs terroristes neutralisés dans la zone de Marcoy éditoriale. En foot comme ailleurs, les conquêtes du territoire national, des populations déplacées regagnent les localités au centre-nord. Merci bien, Elage. Et on revient sur un sujet, il s'agit notamment de l'actualité concernant la tentative de déstabilisation du pouvoir actuel. Absolument, Abzeta. Nous pouvons donc dire que c'est la énième tentative de déstabilisation des institutions de la transition, suite bien sûr au communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre d'État Rim Talbaja Emmanuel Drago. Effectivement, lorsqu'on lit donc ces communiqués, on se rend compte que le gouvernement a pris le temps nécessaire pour éventuellement, sûrement, donc réunir les éléments probants avant donc
de faire ces communiqués. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi le gouvernement a mis autant de temps avant donc de produire ces communiqués. Vous savez très bien que dans un état de droit, les tâches, les rôles sont répartis. Il y a un rôle qui est bien sûr révolu au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et il y a un rôle qui est également révolu au pouvoir judiciaire, qui pour l'instant n'a pas encore produit un communiqué. Mais les rôles ne sont pas exactement les mêmes. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, d'une part, il faut rassurer la population, il faut donner la bonne information pour dire que réellement, effectivement, il y a une tentative de coup d'État qui est perpétrée, comme l'a dit bien sûr le texte du communiqué. Il y a des acteurs locaux, des militaires comme civils, mais aussi il y a des ramifications, au niveau externe. Parce que vous savez très bien qu'il est difficile pour une puissance, quelle que soit sa force, de pouvoir mener une action de déstabilisation si elle ne s'appuie pas sur des relais locaux, sur des acteurs locaux. Donc c'est ce qui est déploré effectivement en ce qui concerne le Burkina Faso. Parce que, comme vous le savez très bien, notre principale occupation et préoccupation actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde, en tout cas ceux qui sont de bonne foi, s'accordent pour reconnaître que des efforts sont faits sur le terrain et il faut aller donc vers l'intensification des efforts qui sont déployés pour effectivement bouter hors du Burkina Faso l'île terroriste. Si dans ces conditions, dans ces contextes où les regards sont donc braqués, sont tournés vers cette lutte contre le terrorisme et qu'il y a des gens qui, parce qu'ils auraient perdu des privilèges, etc., veulent, comme l'a dit le communiqué du gouvernement, rétablir l'ordre ancien. Vraiment, ce sont des soucis qu'il faut se faire pour ces personnes-là, parce qu'on s'interroge pourquoi ces personnes ne veulent pas s'inscrire dans la dynamique nationale qui est celle menée pour libérer le Burkina Faso. Donc, comme je l'ai dit, il y a le côté exécutif du gouvernement qui doit rassurer, donner la bonne information, prendre le temps nécessaire pour aussi sécuriser. Puisque vous savez que lorsqu'il y a une entreprise d'une telle ampleur qui est engagée, il y a forcément des éléments sur lesquels vous n'avez pas encore mis la main. Donc pour ces personnes-là, pour peut-être mettre des garde-fous, essayer de donner la bonne information, mais aussi sécuriser le reste donc, du processus. Voilà en ce qui concerne l'exécutif. Il y a aussi, bien sûr, les regards qui sont tournés vers le pouvoir judiciaire, notamment la justice militaire. Comme par le passé, il y a eu donc, un communiqué donc, de la justice militaire pour éclairer l'opinion publique nationale sur cette question. Donc, vivement que dans les prochains jours, nous pourrons donc être édifiés, notamment par la justice militaire, sur les tenants et les aboutissants de ces arrestations-là, et de voir est-ce que ça va aboutir, ça va déboucher sur un procès, ou comment est-ce que cela va se produire. Je me dis que vraiment, ceux qui tentent là prennent beaucoup de risques hein, quand on sait qu'il y a toujours des mobilisations des populations pour soutenir la transition. Est-ce que, même si le coup réussissait, est-ce que vous allez pouvoir facilement régner au Burkina face à ces jeunes-là qui disent non, qui ne jurent que par le capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que ces gens-là se posent ces questions-là? Oui, surtout que ce n'est pas uniquement au niveau des jeunes qu'il faut voir. Il faut voir la dynamique générale. Parce qu'avec le temps, ça c'est ma propre compréhension et ma propre analyse, les Burkinabés se sont rendus compte que le problème, ce n'est pas forcément changer de président, mais c'est de changer de stratégie. Et nous savons très bien, avec l'arrivée donc du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, il y a vraiment un effort qui est fait sur le terrain, notamment en termes de recrutement, en termes donc d'équipement, en termes même de la montée en puissance, effectivement, des forces armées nationales, des forces combattantes. Il y a aussi des entités paramilitaires qui sont actuellement militarisées. Je parle bien des Goumi, de la police nationale, et bien d'autres corps. Donc aujourd'hui, si on est vraiment de bonne foi, on doit savoir que sur le terrain, il y a un travail qui est fait. Parce que c'est que peut-être certains reprochent hein, à la transition, c'est de pouvoir, peut-être c'est de tourner dos à certains partenaires, mais regardez quel est le résultat que nous avons engrangé, notamment dans la lutte contre les terrorisme, avec ces anciens partenaires. C'est pratiquement rien. Même en termes d'équipement, l'armée était diminuée, il n'y avait rien presque. Donc aujourd'hui, si on se rend compte, hein, surtout avec l'effort des guerres, les différentes contributions
qui sont faites par les Burkinabés, cela démontre que les gens ont compris qu'une autre personne ne viendra pas faire la guerre à notre place. Donc il s'agit ici d'orienter donc l'opinion, d'orienter tous les efforts du pays là vers cette cause ultime là. Bon, s'il y a des gens qui estiment que cela ne leur plaît pas, ne leur rend pas service, effectivement, ils vont donc essayer d'essayer donc de jeter des troubles dans cette histoire. Surtout que le Burkina Faso évolue dans un espace, dans un contexte où il y a ce qu'on appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et que, bien sûr, certaines puissances savent que si vraiment les trois pays arrivent à asseoir une bonne dynamique, aller voir un peu l'architecture même administrative, militaire, économique, alors ces pays-là vont naturellement se franchir. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Nos anciens partenaires ne souhaitent pas notre émancipation, ne souhaitent pas que nous puissions disposer d'une armée forte. Regardez dans l'histoire, quelle est cette puissance coloniale qui a aidé son ex-colonie à se développer? Il n'y en a pas pratiquement. Et si vous regardez pas même au niveau militaire, regardez un pays comme l'Inde qui a été colonisé par la Grande-Bretagne. Mais c'est la Russie qui a aidé la Grande-Bretagne à avoir, excusez-moi, c'est la Russie qui a aidé l'Inde à avoir, n'est-ce pas, sa puissance nucléaire et non pas la Grande-Bretagne qui a colonisé. Donc, l'ancienne puissance coloniale n'a pas intérêt à ce que son ex-colonie devienne forte économiquement, politiquement, naturellement. Ça, c'est humain, en fait, c'est humain, c'est tout à fait. Donc, mais c'est à nous maintenant de savoir que voilà, l'heure est arrivée à ce que nous puissions nous prendre en charge et nous-mêmes prendre notre destin en main. Et cela, ça ne va pas, bien sûr. Et d'autant plus que publiquement, on a vu des députés français qui ont juré de faire regretter le Burkina Faso, le Mali pour les choix que ces pays-là ont donc entrepris. Mais je me dis, comme vous l'avez dit, il y a une certaine prise de conscience, que ce soit au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau de l'ensemble, bien sûr, de la population, que finalement, l'idée, c'est donc de travailler main dans la main, c'est de tracer ensemble les sillons de notre développement et c'est de ne pas attendre qu'une autre personne vienne faire cette guerre-là qui nous a été imposée à notre place. C'est vrai, nous ne pouvons pas, dans ce monde interconnecté, interdépendant, réussir une lutte sans des alliances, sans des partenaires. Regardez même ailleurs, que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine, il y a toujours des alliances militaires qui se font. Donc ce n'est pas à nous qu'on va venir donc dire de laisser tomber effectivement ces alliances-là. Parce qu'un seul pays, quelle que soit sa puissance, ne peut pas seul sortir la tête de l'eau. Il faut donc une coalition. Et c'est justement pour toutes ces raisons que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de mettre sur pied l'Alliance des États du Sahel, qui va les aider à non seulement sécuriser les territoires, reconquérir les territoires occupés par les terroristes, mais aussi tracer les sillons d'une véritable émancipation sociopolitique et économique. Merci bien, Elhadj. Si Ketoura est en ligne pour justement nous lire les journaux des quotidiens ivoiriens, nous allons retrouver Ketoura. Ketoura, quelques soucis de connexion, donc quand vous êtes bon au niveau de la technique, on peut aller retrouver Ketoura, sinon on passe à la météo, en attendant donc que les choses se coordonnent. Pour Burkina Faso, bonjour à toi Abzeta, bonjour à Adama Soro. Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct du studio de Savane TV à Bouaké, en République de Côte d'Ivoire. Nous sommes lundi et le journal Le Quotidien d'Abidjan titre à sa une « Situation socio-politique, Gbagbo envoie un message fort aux Ivoiriens ». Fête de la Renaissance à Agboville 2024. Damana Picasse et Tchédié, Jean Gervais, sonnent la mobilisation. Activité PPACI au Pougon, Georges Arma Ouenien communie avec le Bureau fédéral. Cannes 2023, journée de feu pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous retrouvons le journal La Voix originale qui titre à sa une « Pour ne pas sortir de leur canne, éléphants, le match du rachat aujourd'hui ». Présidentielle 2025, la région des Grands Ponts décide de faire de Gbagbo son candidat.
deuxième édition de la fête de la Renaissance, Damana et Tchédié mettent en mission les militants d'Agboville. Nous poursuivons avec le quotidien Notre Voix, sport également à retrouver à la une de ce journal. Avant Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, cet après-midi, Serge Alain Magui parle à Gasset. Lis le journal de la CAN aux pages 4 et 5. Politique nationale, le nouvel exécutif du FPI a fait sa rentrée samedi. Investiture du président Félix Tshisekedi, Big Togo et Annie Roche à l'honneur. Nous retrouvons également le journal L'Essor ivoirien et sport également à retrouver à la une de ce journal. CAN 2023, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, ça passe ou ça casse. Politique internationale. Investiture du président Félix Tshisekedi, Adama Bictogo a représenté le président Alassane Ouattara. Nous terminons la lecture des unes des journaux ivoiriens avec le quotidien Le Patriote et vous retrouverez à la une de ce journal Fier éléphant, le pays vous appelle. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la lecture des journaux ivoiriens que j'ai été ravie de vous lire. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Savane Média vous donne rendez-vous à 9h pour l'émission Côte d'Ivoire Ibe Pousgo et à 11h pour À fond la Canne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une autre lecture des journaux ivoiriens. Abzeta, à toi l'antenne. Merci bien, Ketoura. Donc, on vous souhaite encore bonne mission et bon séjour au niveau de Boaké. Je rappelle que l'équipe de Savane Média y est fortement représentée. Vous avez la possibilité de faire des émissions sur place, donc avec l'équipe de Savane Média, de faire votre publicité. Donc, n'hésitez surtout pas. Et vous avez la possibilité d'aller au village Cannes, donc à Boaké, organisé par Savane Média et ses partenaires. Vous y allez et puis vous profitez tout simplement donc de la beauté des lieux et surtout aussi poursuivre les matchs des étalons et les autres matchs donc voilà dans la joie. Merci en tout cas à vous. On vous retrouvera demain pour une autre revue de presse donc des journaux ivoiriens. Pour la suite de cette émission, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle donc de préserver notre santé à travers donc ce que nous mangeons, à travers la connaissance de notre corps. On en parle avec un naturopathe sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Sadio Maïka. Il est naturopathe et bien sûr, il fait partie de l'équipe qui commercialise les livres sur l'alimentation. On va donc en parler tout à l'heure. Bonjour Monsieur Maïga. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, merci. La répétition est pédagogique, donc je souhaiterais bien que vous reveniez sur l'explication ou la définition de la naturopathie. Ok, donc comme elle dit, la répétition est pédagogique. C'est ça. La naturopathie, c'est naturo, qui veut dire nature, tout ce qui provient de la nature, et pathie, qui veut dire maladie de. Donc la naturopathie, bon, je vais dire soin de. Donc la naturopathie, ce n'est rien d'autre que le fait de se soigner. Je vais être plus explicite. Le fait de prévenir les maladies par les éléments de la nature. Il y a un autre terme que nous utilisons, naturothérapie. Ce terme, maintenant, fera référence à l'utilisation des éléments naturels pour soigner l'organisme lorsqu'on est déjà malade. Donc voilà un peu, j'ai tenu à en même temps faire une nuance entre le mot naturopathie, qui est beaucoup plus accentué sur la prévention, et naturothérapie, qui maximise aussi sur le traitement par les éléments naturels lorsque la personne a déjà la maladie. D'accord. Alors vous êtes naturopathe. Qu'est-ce qui vous motive déjà à la base pour aller faire des études en naturopathie? Disons que j'ai fait des études en médecine et déjà depuis que j'étais au primaire, en classe de CM1, j'étais un peu maladif. Et lorsque je faisais du sport, surtout le saut en hauteur, il arrivait à un certain niveau où lorsque j'essayais de sauter la corde, j'avais toujours des douleurs articulaires. Et à plusieurs reprises, j'ai été à l'hôpital pour cela.
Et lorsqu'on a fait certains examens, notamment l'électrophorèse, on a trouvé que j'étais AS. Donc je suis un drépanocytaire asymptomatique. Mais chez moi, au primaire, j'étais vraiment maladif. J'étais maladif. On a cherché, bon, comme il n'y avait pas assez de moyens aussi pour pouvoir faire des examens poussés, mais on se débrouillait comme ça. Donc lorsque je suis venu en classe de 3e, je me rappelle que c'était en une période où vraiment j'ai manqué à plusieurs reprises les cours à cause des problèmes de santé. Voilà, mais on se débrouillait, on m'avait même prescrit des verres correcteurs et autres. Et au primaire là-bas, on m'avait recommandé d'être dispensé pour ne pas faire les activités sportives. J'ai dit non, si moi on m'empêche de bouger, c'est qu'on m'a condamné à mourir. Mes parents aussi ont insisté, mais honnêtement dit, je n'ai pas voulu prendre une dispense parce que je suis de nature quelqu'un qui est très actif. Donc lorsque je suis venu à l'université, notamment lorsque j'étais en médecine, en un certain moment, les problèmes de santé se sont levés encore. Donc je disais que je souffre de tel mal, j'ai mal ici à la poitrine, j'ai mal ici au pied, j'ai mal au poignet. Bon, on ne me croyait pas. Alors j'ai été dans plusieurs services pour faire des consultations. On m'a amené faire des examens sanguins. On m'a amené faire des radiographies et même des examens qui recherchaient un peu certains anticorps dans l'organisme. Et en fin de compte, un jour, pendant que j'étais à l'école, j'ai fait une crise. Voilà, j'ai fait une crise. Un ami m'a envoyé à l'hôpital et puis on a fait un ECG, l'examen du cœur. Alors on a trouvé que bon, j'avais fait ce qu'on appelle crise cardiaque dans le langage courant. Chez nous, on appelle ça infarctus du myocarde. J'avais fait ça, mais c'était passé. Pourtant, c'est des douleurs que moi, j'avais l'habitude de ressentir. Comme lorsque vous êtes en médecine, si vous dites que vous souffrez d'un mal, on va dire que vous êtes en train de souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant en médecine. C'est-à-dire que toute maladie qu'on vous présente, vous sentez que vous souffrez de ce mal. Donc du coup, lorsque vous partez à l'hôpital, on ne vous prend pas au sérieux. Parce qu'on va se dire que bon, c'est juste, vous êtes juste en train d'inventer certains problèmes de santé. Alors c'est comme ça que lorsque maintenant on m'a amené en médecine interne, on a fait des investigations là-bas. Et on a trouvé que je souffrais d'une maladie qu'on appelle le syndrome de Gujeiro-Sjogren. C'est un gros mot. Ah oui, voilà, mais c'est une maladie auto-immune où les propres globules blancs de l'organisme combattent l'organisme. Donc c'est une maladie auto-immune et ça se manifeste par un assèchement au niveau des yeux, un assèchement oculaire et un assèchement au niveau de la bouche, de la langue et d'autres symptômes de ce genre. On peut avoir d'autres problèmes de santé aussi. Voilà, donc lorsqu'on m'a dépisté ce mal-là, on a dit qu'il fallait que je fasse un traitement à vie. Alors que moi, personnellement, de nature même, je n'aime pas trop prendre les médicaments. Je n'aime même pas du tout. C'est rare, c'est très rare même que je prenne. Je peux dire que ça fait plus de 2 ans, mais même paracétamol n'est pas rentré dans ma bouche. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver une alternative? Au lieu de prendre des médicaments à vie, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est en ce moment que, par la grâce de Dieu, je vais profiter et remercier le président de l'association des naturothérapeutes des Hauts-Bassins et du nom de Nestor Kodacé. Donc il m'a donné une information par le biais d'une camarade de classe aussi qui s'appelle Farida Guissou. Donc elle m'a donné l'information qu'il y avait une formation pour les étudiants en médecine et tous ceux qui s'intéressent à la santé naturelle. Et c'était le docteur Aka Félix qui était venu au Burkina ici, c'était pendant la période du Covid, pour faire une formation. Donc immédiatement, je n'avais pas d'argent, mais je suis allé faire un prêt. Bon, Dieu faisant bien les choses, on m'a accordé le prêt là rapidement. Donc j'ai pris l'argent du prêt. D'ailleurs même, je n'ai pas reçu l'argent du prêt. Je suis allé expliquer, j'ai dit que je souhaite vraiment suivre cette formation, mais je n'ai pas l'argent d'abord. Le président m'a compris et il a dit, ok, tu commences à suivre la formation. On va faire 2 semaines de formation. D'ici que la période ne passe, peut-être que tu vas recevoir l'argent de la banque. Et c'est ce qui s'est passé. Au dernier jour de la formation, j'avais déjà reçu l'argent de la banque et j'ai payé. Voilà, c'est... En naturopathie, c'était une formation en naturopathie. C'était une formation en naturopathie, voilà. Donc, le premier module qu'on a eu à faire, c'était la bromatothérapie. Comment se soigner par les aliments. Et moi, dès les premiers jours déjà, j'ai commencé à mettre en pratique. La première des choses que j'ai commencé à faire, c'était d'abord la cure d'eau. Honnêtement dit, j'ai vu l'effet que ça a eu à faire dans mon organisme. Et en passant, lors de la dernière émission, on a parlé de l'eau. On a eu des retours.
même à l'international, il y a des gens qui ont appelé pour dire que vraiment les conseils qu'on a donnés par rapport à l'eau, eux, ils ont essayé de mettre ça en pratique et ça a donné des résultats positifs. Donc je ne suis pas quelqu'un qui parle de la naturopathie juste parce que je le veux, mais c'est par souci de santé, voilà, c'est par souci de santé que je me suis orienté vers la naturopathie parce que je voulais connaître, au lieu de prendre des médicaments à vie, je voulais savoir qu'est-ce que je peux manger pour maintenir ma santé. Ah oui. Et aujourd'hui, les gens me connaissent, ils voient comment est-ce que je cours. Voilà, je ne m'amuse véritablement pas avec ce côté-là. C'est intéressant vraiment votre histoire. C'était bien aussi de la partager avec les téléspectateurs. Comme quoi l'histoire personnelle peut vous amener sur un pan donc, de la vie ou de la vie professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes naturopathe depuis maintenant quelques années quand même. Oui. C'est sous Covid que vous avez débuté donc la formation. Tout à fait. Alors, quand on parle de la naturopathie, tout à l'heure vous avez dit il y a longtemps que vous n'avez pas pris en fait de comprimés. C'est le gros souci aussi que certaines personnes ont. Comment on peut arriver à se soigner naturellement, à prendre soin de soi naturellement, sans forcément passer par les médicaments. Comment vous faites? D'accord. Donc c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs qu'on ne substitue pas le médicament au conseil que nous recommandons. Okay. Voilà, il faut juste savoir garder raison par rapport à cela. Les médicaments sont là, les médicaments ont leur utilité. J'aime très souvent dire que le médicament, très souvent, c'est pour des cas de problèmes d'urgence. Voilà. Quand c'est très grave. Quand c'est très grave ou quand c'est une urgence. Par exemple, lorsque quelqu'un fait tout de suite une crise cardiaque, mais en tant que naturopathe, je ne pourrais pas... Bon, il y a des astuces qu'on peut utiliser en attendant que les secours organisés viennent pour amener la personne aux urgences. Mais je ne pourrais pas entretenir la personne comme il faut. Néanmoins, si la personne a été amenée aux urgences dans les hôpitaux, on pourra poser le geste rapide pour sauver la personne. Oui. Maintenant, quel sera le rôle du naturopathe dans ce cas? Après les investigations, on saura que la crise cardiaque est liée à quelque chose d'autre. Et c'est là maintenant, le naturopathe peut intervenir pour voir, bon, c'est peut-être tu as un taux de cholestérol élevé, tu as telle chose, tu as tel facteur, tu as tel facteur. Donc voilà, par l'alimentation, par l'eau, par telle plante, par telle chose, on peut essayer de faire ceci. Sans oublier que la personne, si elle a déjà été soumise à un traitement médicamenteux, la personne va prendre ses médicaments, mais on va essayer, sous aussi, avec la consultation du médecin, de voir comment est-ce qu'on peut ajuster les deux choses. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas manger les médicaments pour vivre. On ne peut pas les avaler pour vivre. Mais on est obligé de manger. Donc, mieux vaut savoir ce qu'il faut manger pour corriger en même temps le mal, de telle sorte à prévenir cette crise qui nous avait amené dans un état d'urgence. Donc, voilà un peu. En fait, ça ne remplace pas. Mais les médicaments ont leur place. Les éléments naturels aussi ont leur place. Mais tant qu'on n'est pas couché, tant qu'il n'y a pas d'urgence, il faut préférer utiliser les éléments naturels et éviter au maximum les médicaments parce qu'ils ont leur effet aussi. Moi, je prends le cas en fait de ce qu'on a l'habitude d'avoir, les céphalées. Okay. En cas de céphalie, par exemple, qu'est-ce qu'il faut prioriser? D'accord, merci. Une personne qui a des céphalées, la personne prend un médicament. La question que moi je vais me poser, est-ce que c'est un manque de sommeil qui est à l'origine de mes céphalées? Si c'est à cause d'un manque de sommeil, prendre le médicament n'est pas du tout une solution. Parce que le corps demande à ce que j'observe un repos, à ce que j'aille me coucher, à ce que je dorme un peu. Mais si je prends un médicament, je bloque certes la douleur, les céphalées, je ne vais plus les ressentir. Mais je suis en train de forcer le corps. C'est comme si vous avez une panne au niveau du moteur de votre véhicule. Et puis bon, au lieu d'arranger la panne, vous prenez la peinture et puis voilà, vous faites repeindre la partie pour qu'on ne voit plus. Vous voyez que vous n'avez pas résolu le problème. Voilà, c'est ce qui se passe avec nous pour la plupart du temps. Donc lorsque j'ai des maux de ventre, lorsque j'ai une céphalée, est-ce que je vais regarder, je dois d'abord regarder quelle est la cause. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas bu d'eau, donc je suis déshydraté, ça me cause des céphalées? Est-ce que c'est parce que j'ai sommeil? Donc voilà, est-ce que c'est parce que je suis fatigué? Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai un mal de ventre, est-ce que c'est parce que j'ai mangé quelque chose d'inapproprié?
Est-ce lié à une maladie, à un problème comme l'ulcère ou autre? Il faut regarder en fait la Chercher raison. la cause. Voilà. Ok. Et en fonction de la cause, maintenant, vous verrez si c'est une action que votre organisme demande. Il faut poser l'action. Mais s'il n'y a pas d'action, vous voyez que bon, vraiment ces 2 jours, je me repose, je n'ai pas tel problème. Donc là, on peut maintenant essayer de prendre des médicaments. Mais encore, il faut vraiment consulter dans la mesure du possible avant de prendre ces médicaments. D'accord, donc il faut vraiment doser. Merci bien. Alors, on a fait un peu le tour, on va s'intéresser à la thématique d'aujourd'hui. Pour 2024, vous décidez de nous donner les secrets pour jouir d'une bonne santé. Ça, c'est vraiment la grande thématique pour 2024. Pourquoi justement ce choix de donner les secrets pour vivre et pour jouir d'une bonne santé? Et vous me permettez, avant de répondre à la question, j'aimerais vraiment remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui. Aussi, je vais remercier le directeur de Média TV avec tout le staff, tout le personnel, notamment la responsable de production Laura et vous-même, Madame Nikema, pour vraiment l'opportunité que vous nous donnez d'être là pour partager des conseils sur la santé. Aussi, j'aimerais remercier le docteur Combaté Pauline qui était déjà passée sur ce plateau. Voilà, elle naturopathe internationale. Elle nous suit depuis le Canada. Même ce matin, on a échangé avant que je ne vienne ici. Donc, je lui fais en même temps un coucou. Et je veux remercier certains agents de santé comme ma tante Catherine Da, le docteur Da Augustin, le docteur Kagone Thérèse, pour vous dire qu'on travaille avec les agents de santé, honnêtement dit. Et aussi, je voudrais dire merci à nos téléspectateurs qui sont accrochés. Ce matin, j'ai partagé un peu en statut l'information selon laquelle on sera en direct. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement, donc je profite de les saluer. Maintenant, pour quelles raisons est-ce que nous avons décidé de parler, de prendre comme grand thème tout au long de l'année, secret pour jouir d'une bonne santé? Ben, nous tous, nous recherchons la santé. Et tout ce que nous faisons, s'il nous manque la santé, nous le faisons inutilement. Et tout ce que nous emmagasinons comme richesse, si nous avons un souci de santé, nous allons prendre cela pour mettre dans ce problème de santé. Donc nous décidons de prendre ce thème parce que c'est un thème qui intéresse la société. Et il y a des petites choses, peut-être parfois, qui ne sont même pas ignorées même du public, mais ils ont besoin d'un rappel. Donc le fait de faire un rappel régulièrement de ces petites choses simples, mais qui peuvent énormément aider, ça peut faire toute une différence pour la santé de chacun d'entre nous tout au long de cette année 2024. D'accord, donc dans la grande thématique, justement, c'est clé pour jouir d'une bonne santé. Pour aujourd'hui, on va aborder quel aspect? Aujourd'hui, nous allons parler du carburant pour le corps humain. Le carburant pour le corps humain. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre par carburant pour le corps humain? D'accord, le terme carburant, c'est un peu, je sais pas, c'est pas très approprié, mais c'est pour parler un peu de tous les éléments qui sont indispensables pour que l'organisme puisse fonctionner de façon optimale et qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire aussi sans avoir un souci de santé de gauche ou de droite. Voilà, c'est un peu ça en fait qu'on a essayé de titrer carburant du corps humain. Maintenant, si on devrait justement décomposer carburant, quels sont les éléments qui entrent dans le carburant du corps humain? D'accord. Lorsque vous lisez le livre Nutrition et santé du docteur Mitchell, elle propose 2 grands groupes, les macronutriments où elle parle des protéines, lipides et glucides, et les micronutriments où elle va parler des vitamines, des sels minéraux et des enzymes. Voilà. Maintenant, bon, selon les auteurs, vous allez trouver différentes répartitions. Mais j'aime généralement dire que comme Dieu a créé toutes choses en 6 jours et s'est reposé 7e jour, nous avons 7 jours dans la semaine. J'aime aussi prendre en fait le chiffre 7 pour répartir tous les différents éléments indispensables pour notre organisme. Donc nous allons avoir les glucides, tous les féculents, tout ce qui est sucré. Nous allons avoir les protéines, tout ce qui est les protéines animales et végétales.
vous allez avoir... C'est bien aussi, docteur, d'aller sur des exemples concrets, parce que quand vous parlez de glucides, citez concrètement, est-ce qu'on retrouve dans la banane, les fruits, voilà. D'accord, merci. Donc, j'ai dit les glucides. Voilà. Merci vraiment pour l'orientation. Vous avez parlé de la banane, il y a du sucre, la version des glucides. Donc, il y a des glucides complexes qu'on trouve dans les fruits, les céréales. Okay. Nous avons les glucides simples aussi, qu'on trouve par exemple le sucre blanc. Voilà, les pains blancs et autres, ce sont des glucides simples qui sont à l'intérieur. Okay. Deuxièmement, le deuxième groupe, on a parlé des protéines ou des protides. Là-bas, nous allons trouver la viande, le poisson, les œufs, ça c'est d'origine animale. Et nous allons trouver d'origine végétale comme les lentilles, le haricot, le soja et autres. Ensuite, nous avons le groupe des lipides. Les lipides, ce sont les huiles. Et là aussi, nous allons avoir des huiles saturées, des graisses saturées, des graisses insaturées. J'explique. Les saturés, généralement, c'est ce qui dérive des animaux. Lorsque vous prenez ces huiles, vous les laissez exposer à l'air libre, ça va se solidifier. Et les graisses insaturées sont généralement les graisses végétales, comme l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'olive et autres. Et ce sont les meilleures. Donc nous avons, j'ai déjà cité 3. Nous parlons maintenant des vitamines. Les vitamines aussi qu'on trouve beaucoup plus dans les fruits. Oui. Nous avons les enzymes. Les enzymes qui ne sont pas des nutriments en tant que tels, mais ils se comportent comme des catalyseurs, ils accélèrent les réactions chimiques. Par exemple, lorsque vous voulez faire du haricot, vous allez mettre de la potasse là-bas. Oui. La potasse va permettre de préparer le haricot en un temps record, moins de temps que lorsque vous ne mettez pas la potasse. Mais la potasse elle-même ne fait pas partie en fait du haricot. Voilà, ça n'apporte rien de particulier lorsque vous mangez, mais ça accélère le processus. Donc, que ce soit dans la digestion ou autre processus qui se passe dans notre organisme, nous avons des éléments qu'on appelle enzymes. Leur rôle, c'est pas de nourrir l'organisme, mais c'est d'accélérer les réactions chimiques comme la digestion par exemple, pour que la personne puisse digérer rapidement et que l'organisme puisse bénéficier de ces éléments. Nous avons aussi les minéraux. Les minéraux comme le calcium sont utiles pour les os, les muscles et autres. Nous avons le magnésium, nous avons le fer, le zinc et autres. Ce sont des minéraux. Et puis nous avons aussi quoi? L'eau, qu'il ne faut pas oublier. Donc, au cas où on aurait oublié, je vais les citer. Oui. On a parlé des glucides, des protides, des lipides, des sels minéraux, des enzymes, de l'eau. Il y a un que j'ai laissé, c'est lequel? Glucides, lipides, protides et sels minéraux, enzymes, l'eau. Ça fait combien? Ça fait 6. Ça fait 6? Oui. Ok, je vais reprendre rapidement, s'il vous plaît. Les vitamines. Les voilà, donc glucides, lipides, et protides, sels minéraux, enzymes, vitamines, et puis l'eau. Voilà les 7 éléments qui sont vraiment indispensables pour notre organisme. D'accord. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans des aliments que vous avez cités d'ailleurs. Maintenant, pour les aliments, qu'est-ce que vous voulez dire sur la provenance maintenant des différents aliments? Ok. Les différents aliments proviennent généralement, si vous lisez par exemple dans le livre de Dr Georges Pamplona-Roger, lui il classe ça en 3. Il parle de royaume. Donc il y a le royaume animal, donc, où on va trouver les sécrétions des mammaires, comme quoi le lait, vous allez trouver les œufs, vous allez trouver la viande, le poisson, ça dérive du monde animal. Nous allons aussi avoir le règne végétal, où on va trouver les différentes plantes, les champignons, les algues et autres. Vous allez avoir le règne minéral. Donc dans le règne minéral, c'est tout ce qui est sels minéraux. On avait parlé tout à l'heure du calcium, du fer, du zinc, du magnésium et autres. Voilà un peu les 3 grands groupes d'où proviennent les différents éléments qui sont essentiels pour notre organisme. Et quand vous prenez en fait les 7 éléments essentiels pour notre organisme que vous avez cités, est-ce que par jour on devrait en consommer forcément tous les 7? Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle les apports journaliers recommandés, AJR. Donc vous allez avoir les apports journaliers recommandés selon les pays ou selon les organisations. Et ce que généralement nous utilisons le plus, ce sont les apports journaliers recommandés qui sont dérivés des États-Unis. Lorsque vous prenez, pour ceux qui veulent vraiment beaucoup d'informations, plus d'informations par rapport à ça, dans les premières pages du livre Santé par les aliments par exemple, vous allez voir qu'il y a
une échelle qui montre, selon les âges, selon le sexe, selon l'état physiologique, quelle est la quantité de protéines nécessaires par jour, quelle est la quantité de glucides, de vitamines, de sels minéraux, vous allez trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre encore, vous allez trouver les sources alimentaires de ces différents éléments. Donc quand on va vous dire par exemple, et vous devez prendre des protéines en telle quantité selon votre âge, on va vous dire, bon, si tu prends le soja, voilà le soja pour 100 grammes de soja, voilà telle quantité de protéines qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, tu sauras en même temps qu'en prenant telle quantité de cet aliment, je couvre directement les apports journaliers dont mon organisme a besoin pour cet élément en question. Voilà. Sinon, il y a très bien, il y a des recommandations de doses ou de quantité appropriées. Maintenant, les gens ne font pas attention à cela, alors que si les gens prenaient le temps pour calculer, puis savoir qu'est-ce qu'il me faut en protéines par jour, qu'est-ce qu'il me faut en sels minéraux en tant par jour, mais je vous assure que beaucoup allaient éviter de grands mots. Voilà, moi je me suis assis, je le fais. Je le fais aussi pour certaines personnes, des gens qui me contactent pour demander de les aider à déterminer leur ration journalière. Donc je les aide à le faire et je leur montre en même temps comment est-ce qu'ils peuvent varier. Parce qu'il ne faut pas avoir toujours la même source. Si vous voulez des protéines, ne dites pas que bon, comme moi j'ai le benga, le haricot là, chaque jour si je mange seulement, je mange le haricot seulement. Non, les protéines n'ont pas la même qualité. Les qualités des protéines diffèrent d'une source à une autre source. Donc il faut varier. Voilà. Alors, nous, en fait, nos habitudes alimentaires, c'est qu'on a l'art d'exclure je veux parler des fruits, les fruits et les légumes, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire au Burkinabé à ce sujet? Bon, j'étais une fois dans une famille et il y a une tante qui avait des problèmes de colopathie, elle avait un problème de tension, elle avait un problème de diabète, même si ça n'était pas trop avancé. Elle avait un problème d'otite au niveau des oreilles. Et puis elle avait une constipation. Vraiment, il y avait beaucoup de choses. Donc, son salaire rentrait en tout cas dans les soins. Et le salaire de l'époux aussi rentrait dans ses soins. Et chaque fois, c'était pas facile. Donc, lorsque je suis allé là-bas, on a essayé d'échanger un peu. Et quand, avec l'interrogation, je me suis rendu compte qu'il y avait une constipation, j'ai dit, mais il faut qu'on s'attaque à ça. Voilà. Maintenant, dans les recommandations, j'ai recommandé premièrement la cure d'eau. Ensuite, au niveau de l'alimentation... Il faut rappeler la cure d'eau. D'accord, la cure d'eau, c'est le fait de consommer de l'eau le matin au réveil, à jeun. Voilà. Maintenant, la quantité dépend de la personne. Je crois qu'on avait présenté, même si on n'avait pas donné tous les détails, on avait un peu parlé de la quantité d'eau à boire par personne. Mais le matin, vous pouvez prendre 1, 2 verres, 3 verres, en fonction de l'état de votre estomac. Voilà. À jeun, sans avoir consommé quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'ai recommandé ça. Et ensuite, j'ai essayé de faire des recommandations alimentaires. Dans les recommandations alimentaires,